édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de la CECA s'est ouverte ce lundi 28 avril à Rabat. La RDC, par le biais du président du Sénat Jean-Michel Sama, a sollicité l'appui des pays de la CECA pour la résolution du conflit dans l'est du pays. Accord RDC-Rwanda AFC M23, le mouvement citoyen Filimbi pose les lignes rouges. Pas d'intégration politique des groupes armés, pas non plus d'amnistie en faveur des protagonistes et auteurs des crimes graves. C'est officiel, les troupes de la Corée du Nord ont aidé la Russie à reprendre une région dont les forces ukrainiennes s'étaient emparées lors d'une incursion il y a un an. Le pays de Kim Jong-un l'a confirmé ce lundi. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour vous informer à la une de l'actualité. La République démocratique du Congo sollicite l'appui des pays de l'ACK dans la résolution des conflits à l'est de la RDC. Elle a été faite par le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. C'était à l'ouverture de la 3e édition du Forum de dialogue parlementaire Sud-Sud de l'ACK ce lundi 28 avril à Rabat. Patrick Issot, reportage. Dans un monde en mutation rapide, certains pays du Sud, dont la RDC, font face à des défis croissants en matière de sécurité, de stabilité politique et de développement socio-économique. L'ACK doit jouer un rôle clé dans la promotion du dialogue basé sur le respect des engagements par les parties prenantes. Car il faut éviter que le dialogue ne soit pris comme un alibi par certains acteurs impliqués pour allonger le calvaire des peuples. Il doit être adossé à des engagements clairs et évidents. C'est ce qu'a déclaré le président du Sénat de la République démocratique du Congo à ce forum international qui a réuni plus de 30 présidents des Sénats des différents pays et représentants des différentes organisations internationales. Jean-Michel Sama Lukonde a par ailleurs sollicité l'implication de la CECA dans la recherche des solutions face à la situation humanitaire indescriptible que vit la partie est de la RDC, malgré plusieurs processus pour la paix initiés, notamment celui de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington, avec la signature de la déclaration des principes pour la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Le speaker de la Chambre haute du Parlement de la RDC a sollicité aussi l'appui de tous les pays membres de la CECA afin d'emboîter les pas aux autres pays du monde et à l'ONU en vue d'inciter les pays agresseur qu'est le Rwanda à respecter les résolutions prises visant la cessation des hostilités et la promotion des initiatives de paix durable. Les travaux de cette 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de l'ACK prennent fin le mardi 29 avril. Et puis le vice-premier ministre belge des Affaires étrangères séjourne depuis le dimanche 27 avril ici à Kinshasa. Maxime Prévost poursuit sa mission diplomatique dans les Grands Lacs après les étapes de Burundi et Ouganda. Il est ici à Kinshasa pour une série de rencontres axées sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. La visite du VPM des Affaires étrangères belge s'inscrit dans le cadre d'une tournée régionale entamée le 25 avril qui vise à contribuer à une solution durable au conflit dans l'est de la RDC. Le chef de la diplomatie belge entend soutenir les relations bilatérales et témoigner de la solidarité de la Belgique envers les populations affectées par les violences. À Kinshasa, Maxime Prévost est appelé à rencontrer diverses personnalités, notamment le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ce, pour évoquer des sujets liés aux mécanismes de dialogue en cours, les projets de coopération en cours de financement et les initiatives diplomatiques belges. Bruxelles insiste sur une approche de long terme centrée sur les respects de l'intégrité territoriale, la fin du soutien extérieur aux groupes armés, la réforme de l'armée congolaise, la lutte contre l'impunité, le retour sécurisé des réfugiés et la promotion d'une économie régionale fondée sur les circuits formels. Et le ministre de la Communication et des Médias reste inflexible face aux intérêts du peuple congolais. Patrick Mouyaya a exprimé cette position dans un tweet sur son compte X, une réponse à ceux qui pensent que le gouvernement cédera aux terroristes AFC M23.
Fidèle dans sa communication des actions gouvernementales, le porte-parole de l'exécutif national et ministre de la communication et médias a posté un tweet rappelant l'engagement du gouvernement congolais à privilégier les intérêts de son peuple à travers les discussions en cours avec les rebelles du M23 d'une part et l'agresseur rwandais de l'autre. Son introduction révèle sa pensée. Salus populi suprema lex esto. Dans ce qui s'est discuté, dans ce qui se discute, et dans ce qui sera conclu, seuls priment les intérêts du peuple congolais, insiste le ministre de la Communication. Depuis le début de cette guerre, notre stratégie repose sur la nécessité de parvenir par tous les fronts au retour d'une paix durable, socle de tout développement et de toute idée d'intégration économique régionale. Patrick Mouyaya poursuit son tweet en indiquant une paix qui se fondera notamment sur le respect strict de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Dans les lignes qui suivent, il note que la déclaration de principe signée sous les auspices des États-Unis d'Amérique, qui se fonde notamment sur les efforts régionaux et la dynamique de Doha, balise la voie en vue de réussir l'objectif de la paix. C'est grâce à une stratégie claire et ferme portée par le président de la République et le gouvernement avec le soutien clair du peuple congolais que nous avons ces avancées. Et le ministre de la Communication interpelle le Congolais pour dire que c'est dans le même esprit que nous devons rester mobilisés et solidaires à nos compatriotes directement affectés pour aborder les étapes suivantes. Et enfin, il note que ce qui est en jeu, en plus de la paix, c'est l'avenir du pays et de toute la région pour les décennies qui viennent. Congolais Téléma, tout pour la patrie, Bendele Ekoyate. Pour Patrick Mouyaya Katemboué, rien ne vaut plus que la nation congolaise. Pas de mixage ou d'intégration politique des groupes armés. Aucune amnistie ne doit être accordée pour les crimes graves. C'est le mouvement citoyen Filimbi qui pose ses lignes rouges face aux accords RDC avec le Rwanda, l'AFC et le M23. Suivez le développement de leur communiqué publié ce lundi 28 avril avec Rachel Adasaliwala. Selon les communiqués du mouvement citoyen Filimbi, depuis plus de 30 ans, l'Est de la République démocratique du Congo subit des violences armées récurrentes. Chaque tentative de réconciliation avec les groupes armés, menée sans justice ni réforme profonde, a contribué à affaiblir nos institutions, renforcer l'impunité et encourager la multiplication des rébellions. Alors qu'il vient d'être signé en l'espace de 2 jours, 2 accords distincts, l'un entre le gouvernement congolais et le Rwanda, l'autre entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, Filimbi exprime ses vives inquiétudes. On peut lire: nous affirmons avec force que certaines lignes rouges ne peuvent être franchies si nous voulons rompre avec les cycles infernaux du passé. Premièrement, le refus du mixage ou de l'intégration politique des groupes armés. En effet, l'expérience post-2009 a clairement démontré que les mixages affaiblit notre armée, entraînent sabotage et perte de loyauté. Par conséquent, notre souveraineté exige une armée unie, disciplinée, fondée sur des principes républicains, pas des compromis fragiles. Deuxièmement, aucune amnistie ne doit être accordée pour les crimes graves. La justice demeure une condition sine qua non d'une réconciliation véritable. Dès lors, les crimes contre l'humanité, les viols massifs, les massacres ne peuvent être effacés par un simple accord politique. À défaut des sanctions, l'impunité prépare inévitablement les violences futures. Troisièmement, Filimbi rejette catégoriquement toute reconnaissance politique du M23. Reconnaître un groupe armé, c'est en effet proclamer que la force prime sur la volonté démocratique. Or, en 2023, malgré les fraudes massives, les Congolais ont choisi les urnes plutôt que les armes. Ce choix fondamental doit être respecté. Quatrièmement, la souveraineté nationale reste inaliénable. Notre intégrité territoriale n'est pas négociable. Ainsi, toute tentative d'autonomie forcée ou de fédéralisation par la force constituerait un précédent dangereux. Cinquièmement, il n'y aura pas de paix durable sans vérité, justice et réparation pour les victimes. Enfin, la société civile doit être pleinement impliquée dans le processus de paix. Ainsi, Filimbi appelle tous les Congolais à rester vigilants, à exiger le respect de notre souveraineté, de la justice et de la dignité de notre peuple et à rejeter tout accord contraire aux aspirations de ceux qui ont tant souffert.
On va prendre cette nouvelle en bref. Le tandem Cinco et CC est arrivé ce lundi 28 avril 2025 à Doha, au Qatar, à l'invitation du gouvernement qatari. D'après certaines sources proches de ces deux confessions religieuses, le gouvernement qatari veut impliquer les responsables religieux dans la RDC, dans la facilitation d'un dialogue direct entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais. À en croire les mêmes sources, Cinco et CC travaillera donc avec le gouvernement du Qatar dans le but de promouvoir la paix et la réconciliation dans la région en apportant son expertise et son engagement en faveur du dialogue et de la résolution pacifique des conflits. Nous y reviendrons. La vie reprend progressivement à Pinga. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Ceci après plus de 3 mois de paralysie suite à l'offensive de la rébellion AFC M23. Un retour au bercail motivé par la présence de forces armées de la République et des Wazalendo dans la zone. Mais l'on signale la carence sur le marché des produits de première nécessité. Suivez. La cité des Pinga, située à cheval entre les territoires de Walikale et Massissi au Nord Kivu, se réveille petit à petit. La population qui avait fui l'avancée de rebelles de l'AFC M23 dans la zone regagne progressivement les bercails après plus de 3 mois passés en déplacement. Selon les secrétaires administratifs du groupement Kisimba, le retour de la population dans la zone est motivé par le déploiement des unités des forces armées de la République démocratique du Congo à Pinga et le renforcement de la présence des compatriotes Wazalendo. La vie Changui ajoute que même les activités scolaires ont déjà repris. Les différentes écoles ont reçu les enfants, bien qu'en nombre réduit pour l'instant. En outre, il signale la carence sur les marchés des produits de première nécessité. Selon lui, la fermeture des routes qui relient Pinga et Goma, principale ville d'approvisionnement, est à la base de cette carence. En octobre dernier, après avoir conquis la cité des Kalembe à cheval entre les territoires des Massissi, Walikale, le rebelle de l'AFC M23, avait ouvert un front en direction des Pinga. Mais grâce à une résistance des forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés Wazalendo, ce front s'était arrêté à 18 km de la localité. Tout à fait autre chose, on parle l'ouverture de la deuxième session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC Burundi par le VPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Elle a eu lieu le dimanche 27 avril ici à Kinshasa, à Fermivita. Accompagné de son homologue burundais, le vice-premier ministre congolais en charge de l'Intérieur a lancé la deuxième session de la commission mixte défense-sécurité à Kinshasa. Prenant la parole, Jacquemin Chabani a commencé par remercier le gouvernement burundais pour avoir accepté l'invitation avant d'entrer dans le vif du sujet. C'est ici le lieu pour moi d'apprécier à sa juste valeur les efforts gigantesques consentis par les deux chefs d'État, son Excellence Évariste Ndayishimiye de la République du Burundi et Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, qui ont permis la tenue des présentes assises afin de permettre à la commission permanente mixte défense et sécurité d'évaluer la situation sécuritaire le long de notre frontière commune pendant ce temps que notre pays, la République démocratique du Congo, est agressé par la République du Rwanda et dont nous déplorons des milliers de morts. Martin Niterichi, ministre burundais de l'Intérieur, a quant à lui rappelé l'objectif de ces assises. La deuxième session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la République du Burundi et la République démocratique du Congo, qui nous réunit aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre des réunions régulières périodiques conformément à l'accord général de coopération signé entre nos deux pays le 26 juin 1980. Signalons que ces assises se tiendront durant 3 jours. Et des hommes en uniforme sont signalés dans la ferme privée de l'opposant Moïse Katumbi située à 30 km de la ville de Lubumbashi. D'après le porte-parole du parti politique Ensemble, ces militaires n'ont présenté aucun document. Cependant, la ferme est occupée depuis plusieurs jours et ces hommes en uniforme sont
placés à plusieurs endroits à la panique des travailleurs de la ferme Futuka, alerte le porte-parole d'Ensemble. Suivez. Les individus, sans titre ni droit, ont envahi la ferme Futuka de Moïse Katumbi, où il y entretient beaucoup d'activités agropastorales et où est hébergé aussi l'école de formation de jeunes de l'équipe de Mazembe. Ces individus s'y sont installés sur les lieux et n'ont produit aucun document juridique justifiant cette violation de domicile. Et actuellement, il est très clair que le régime a tenté son histoire de débauchage via le pseudo-gouvernement d'union nationale, alors que les enjeux sont déloués beaucoup plus graves et que Moïse Katumbi a adhéré très clairement à l'initiative des évêques de la Synco et de l'ECC. Moïse Katumbi était un homme de paix, c'est pas un homme de violence, et il n'empêche qu'il faut aussi reconnaître que ce régime est en train de mener une sorte de manœuvre d'intimidation. Et le soft power sera consolidé en République démocratique du Congo. La décision a été prise lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Cela permettra de renforcer l'unité nationale tout en visant le développement des partenariats bilatéraux. On en parle avec Patrick Issot. Des décisions importantes ont découlé de la dernière réunion du Conseil des ministres. C'est le cas de la consolidation du soft power. Cela permettra de renforcer l'unité nationale, a indiqué le porte-parole du gouvernement dans le compte rendu. Dans la suite de l'organisation, le 22 avril 2025 à Paris en France, du concert Solidarité Congo, et au regard de son impact symbolique, politique et culturel, le président de la République a estimé nécessaire d'engager une réflexion stratégique sur la consolidation du soft power congolais pour renforcer l'unité nationale et projeter une image positive de la République démocratique du Congo sur la scène internationale dans un contexte encore marqué par un conflit armé persistant. Dans ces contextes, le soft power poursuit plusieurs objectifs stratégiques, notamment le renforcement de l'identité nationale en valorisant le patrimoine culturel congolais, les rayonnements à l'international en améliorant l'image de marque du pays, en stimulant les échanges culturels et en attirant les partenaires et investisseurs potentiels. L'offre des mécanismes de reconstruction sociale en servant de vecteur de guérison psychologique pour les populations affectées par les conflits. Le soft power poursuit autant d'objectifs et vise également le développement de partenariats bilatéraux. Cela a amené le président de la République à recommander quelques actions à mener. 1. Organisation et participation à des événements culturels d'envergure nationale et internationale mettant en lumière la richesse artistique, musicale, gastronomique et patrimoniale du Congo. Mise en place d'un fonds d'appui aux artistes affectés par les conflits afin de maintenir la création et l'activité culturelle dans les zones touchées, l'intégration de l'éducation artistique et du patrimoine culturel dans les programmes scolaires pour renforcer la citoyenneté, la paix et l'identité nationale dès les plus jeunes âges, le renforcement de la coopération avec les ONG partenaires internationaux dans le cadre de projets de dialogue interculturel et de cohésion sociale, la création d'un système d'évaluation de l'impact des actions culturelles afin d'en mesurer l'effet sur la cohésion nationale et d'en valoriser les retombées au niveau international. Plusieurs ministères ont été mis à contribution, dont celui de la communication et médias, et cela sous la coordination de la Première ministre. Et l'humanité a célébré ce 28 avril la journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail. Instituée depuis 2003, la journée a pour objectif de promouvoir la culture de la sécurité. D'après le rapport du Bureau international du travail, chaque année, près de 2,2 millions de travailleurs meurent dans le monde à la suite d'un accident de travail. Reportage. Dans son rapport publié nommé La sécurité en chiffres, le Bureau international du travail montre que 2,2 millions de travailleurs dans le monde meurent chaque année dans le cadre de leur métier à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, un équivalent de 5 millions par jour. D'après le Bureau international du travail, l'augmentation des accidents du travail et de maladies professionnelles continue.
Une nouvelle estimation souligne que ceci est dû du fait de la rapide industrialisation de certains pays en voie de développement. Il se produit chaque année près de 268 millions d'accidents du travail non mortels dans le monde et 160 millions de nouveaux cas de maladies professionnelles qui sont enregistrés. Le rapport du Bureau international du travail met en lumière les différentes maladies professionnelles les plus courantes qui sont les cancers provoqués dus aux substances dangereuses, affections musculo-squelettiques, maladies respiratoires, perte de l'audition, maladies circulatoires, maladies contagieuses causées par une exposition à des agents pathogènes et tant d'autres. Le rapport nous signale que dans beaucoup de pays industrialisés où le nombre de décès causés par un accident du travail a diminué, le nombre de décès causés par une maladie professionnelle est en augmentation. À ce jour, plus de 100 pays dans le monde participent à la célébration de cette journée en organisant des manifestations et activités spéciales. Dans ce cadre, a conclu le rapport du Bureau international du travail. On change de chapitre. Le conclave pour élire le 267e pape débutera le mercredi 7 mai 2025. Les 135 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans plutôt se réuniront à huis clos dans la chapelle Sixtine pour désigner le chef de l'Église catholique 17 jours après la mort de pape François. Regardez. Le conclave pour élire le nouveau pape débutera le 7 mai 2025. Elle a été annoncée à l'issue de la 5e congrégation générale qui a eu lieu de 9h à 13h ce lundi 28 avril et à laquelle ont participé 180 cardinaux, dont un peu plus d'une centaine de cardinaux électeurs, précise les Vaticans. Lors de cette réunion, près de 20 interventions se sont succédées, portant sur l'Église catholique, ses relations avec le monde, les défis à venir et les qualités que le nouveau pape devra posséder pour y répondre. Conformément à la Constitution apostolique, le conclave débutera au 17e jour des vacances du siège apostolique. Il faut dire que le matin du mercredi 7 mai, tous les cardinaux se retrouveront dans la basilique Saint-Pierre au Vatican afin de prendre part à la messe votive. Puis, dans l'après-midi, ils se rendront dans la chapelle Pauline du palais apostolique et en habit de chœur, ils iront en procession solennelle au chant du Veni Creator jusqu'à la chapelle des Sixtines. Pour que l'élection du nouveau souverain pontife soit valable, son nom doit récolter au moins les 2/3 des voix comptées sur la base des électeurs présents et votants. Les résultats des scrutins sont, comme le veut la tradition, rendus visibles par la couleur de la fumée qui s'échappe de la cheminée installée sur les toits de la chapelle Sixtine. La fumée noire signale que la majorité des 2/3 n'a pas été atteinte. La fumée blanche signale l'élection d'un nouveau pape. Dans le monde, pour finir, la Corée du Nord a confirmé ce lundi 28 avril son implication dans le conflit russo-ukrainien. C'est la première fois que ce pays reconnaît avoir envoyé des troupes sur le terrain pour soutenir la Russie. Un déploiement destiné à reprendre une région dont les forces ukrainiennes s'étaient emparées lors d'une incursion il y a donc un an. Regardez. L'annonce de la Corée du Nord intervient 2 jours après que la Russie ait déclaré que les troupes déployées sur les terrains avaient entièrement repris la région de Kursk, jadis occupée par les forces ukrainiennes. Une information tout de même démentie par les autorités ukrainiennes. L'opération de libération de Kursk, qui a consisté à repousser l'invasion aventureuse de la Russie par l'Ukraine, s'est achevée avec succès. Les sous-unités de nos forces armées qui ont participé à l'opération de libération de Kursk sous l'ordre du dirigeant de la RPDC ont démontré leur esprit combatif et leur capacité militaire. Les unités ont apporté une contribution importante à l'anéantissement des occupants néo-nazis ukrainiens en faisant preuve d'un héroïsme de masse, d'une bravoure et d'une abnégation inégalée. Ni la Corée du Nord ni la Russie n'ont indiqué le nombre exact de soldats nord-coréens qui se sont finalement rendus en Russie, ni le nombre de victimes qu'ils ont enregistrées. Mais selon les services de renseignement américains, sud-coréens et ukrainiens, la Corée du Nord aurait envoyé 10 000 à 12 000 soldats en Russie en automne dernier, ce qui constitue sa première participation à un conflit armé majeur depuis la guerre de Corée de 1950 à 1953. En mars, l'armée sud-coréenne a estimé qu'environ 4 000 soldats nord-coréens avaient été tués ou blessés sur les fronts de guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'en est fini pour ce soir, je vous rappelle les grands titres.
La 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de la CECA s'est ouverte ce lundi 28 avril à Rabat. La RDC, par le biais du président du Sénat Jean-Michel Sama, a sollicité l'appui des pays de la CECA pour la résolution du conflit dans l'est du pays. Accord RDC-Rwanda AFC M23, le mouvement citoyen Filimbi pose les lignes rouges. Pas d'intégration politique des groupes armés, pas non plus d'amnistie en faveur des protagonistes et auteurs des crimes graves. C'est officiel, les troupes de la Corée du Nord ont aidé la Russie à reprendre une région dont les forces ukrainiennes s'étaient emparées lors d'une incursion il y a un an. Le pays de Kim Jong-un l'a confirmé ce lundi. C'était là l'essentiel de l'actualité, madame, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Au revoir, bonsoir.